Il est 20 h à Kinshasa, une heure de plus à Kalemi dans le Tanganyika. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 30 septembre. Sommaire. La peine capitale, les juges de la haute cour militaire ont appliqué la loi dans sa dureté contre l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Le verdict est sans appel. Il est assorti des dommages et intérêts à payer aux partis civils de la RDC et les provinces du Nord et Sud Kivu. L'eau potable en permanence à Kananga, c'est dans pas longtemps. Le lancement des travaux de construction de la première phase de l'usine de traitement d'eau sur la rivière Louloua se dispute à Kinshasa entre entrepreneurs et régie des eaux. Les détails dans ce journal. En Afrique du Sud, les parlements africains scrutent l'intégration régionale, une matière délicate quand on sait que le Rwanda viole le territoire congolais. Le premier vice-président du Sénat prend part active à ces travaux et rappelle la responsabilité des parlementaires. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Peine de mort pour l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Le verdict est tombé ce mardi à la haute cour militaire de Kinshasa après une procédure au cours de laquelle seul le ministère public en comparution directe ont entamé et les parties civiles ont comparu. Joseph Kabila a été reconnu coupable de plusieurs charges graves, notamment haute trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité, meurtre, violence sexuelle, torture, participation à un mouvement insurrectionnel. Edith Chalapour, le reportage. Les débats avaient été clos puis rouverts sur demande de la partie civile. Enfin, le verdict est tombé dans l'affaire qui opposait le ministère public à l'ancien président Joseph Kabila Kabange devant la haute cour militaire. Ce sera la peine capitale contre Joseph Kabila Kabange qui était poursuivi de 9 chefs d'accusation, entre autres la participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide intentionnel par balle et trahison sans être exhaustif. La haute cour condamne également Joseph Kabila au paiement de dommages et intérêts de 33 milliards de dollars américains, dont 29 à la République démocratique du Congo et 2 milliards pour les provinces du Nord et Sud Kivu, qui s'étaient constituées elles aussi en partie civile. De la longue motivation du juge dans sa discussion en droit, on retient que l'ancien chef d'État, Joseph Kabila Kabange, est le chef de l'AFCM 23 et sur sa nationalité, la haute cour militaire s'est déclarée incompétente. Elle s'abstient également de séquestrer les biens du désormais condamné à la peine de mort, Joseph Kabila Kabange. Les faits pour lesquels Joseph Kabila est condamné sont d'une extrême gravité. Ils heurtent la conscience des millions de Congolais que Joseph Kabila a dirigés pendant un peu moins de 2 décennies, selon les juges. Le droit de réserve et de loyauté envers la République, l'ancien chef de l'État les a tout simplement oubliés. Je vous emmène en Afrique du Sud où la 13e conférence annuelle des présidents des parlements a ouvert ses portes à Midrand. Ces assises visant à consolider le rôle des parlementaires africains comme levier de l'intégration africaine. Et c'est le vice-premier président du Sénat, José Kalala Kalala, à la tête d'une forte délégation qui a porté la voix de la République démocratique du Congo. Une occasion pour lui de dénoncer une fois de plus l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Anita Lomboa. Placée sous le thème « Transformer les parlements pour une intégration continentale citoyenne », cette 13e conférence annuelle des présidents des parlements africains a permis aux participants d'échanger sur les grands enjeux de gouvernance, de paix, de stabilité régionale et du rôle essentiel que doivent jouer les assemblées législatives dans la prévention des conflits. Une rencontre de haut niveau à laquelle a pris part une importante délégation congolaise conduite par le premier vice-président du Sénat. Dans son adresse à ses homologues et sous un ton ferme, José Kalala Kalala a dénoncé l'agression rwandaise, appelant ainsi ses pairs à une mobilisation continentale face à cette violation répétée de la souveraineté territoriale de la RDC. Depuis 3 décennies, un génocide silencieux se déroule à l'est de notre pays, où des millions de Congolais sont massacrés, près de 7 millions de déplacés, femmes et enfants pris pour cible, des générations sacrifiées. Profitant de cette tribune panafricaine, le premier vice-président du Sénat a salué l'initiative du président Félix Tshisekedi, celle de la reconnaissance du génocide congolais par l'ONU, qui vise à rétablir la vérité historique. Le Parlement de la République démocratique du Congo appelle dans le cadre de la diplomatie
parlementaire à la solidarité des présidents des parlements d'Afrique en vue de soutenir les appels lancés par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, lors de son message à la 80e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Aider la République démocratique du Congo à bâtir enfin une paix durable. En réunissant ses pairs autour de ce thème, la 13e conférence rappelle que la paix passe par la justice, la reconnaissance des torts et la solidarité continentale. La RDC, par la voix du Sénat, entend jouer un rôle. Après 15 ans, la République démocratique du Congo a enfin ratifié la convention de Kinshasa pour le contrôle des armes légères et de petit calibre. La ministre d'État, ministre en charge des Affaires étrangères et coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, a déposé les instruments de ratification au siège de l'ONU à New York, aux États-Unis. Edith Chala. Un grand pas vient d'être accompli par la République démocratique du Congo par le dépôt à New York des instruments de ratification de la Convention de Kinshasa pour le contrôle des armes légères et de petit calibre dans la zone de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, assistée par le secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre les armes légères et à petit calibre. Au regard de la situation sécuritaire actuelle vécue en République démocratique du Congo, cette convention permettra de renforcer le contrôle de toutes les armes vers la République démocratique du Congo, alerter et plaider pour les sanctions contre le Rwanda au regard des flagrances liées aux transferts illégaux d'armes vers le M23. Fort de cette action combien éloquente, les experts de la CNCALPC ont accueilli Landry Bissidi Tshilombo pour marquer avec pompe et enthousiasme le signe triomphal de la RDC à travers la CNCAPLC 15 ans après la signature de cet instrument juridique. Grâce à la CNCALPC, la RDC peut désormais aussi avoir la possibilité d'avoir un siège d'une organisation internationale. Il faut rappeler que la Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petit calibre, ainsi que de leurs munitions et de toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et assemblage, est un instrument juridique régional adopté à Kinshasa le 30 avril 2010. L'amélioration des conditions sociales du personnel de l'administration de l'Assemblée nationale était hier au centre des revendications des agents et cadres de cette chambre basse du Parlement. Autant de revendications à l'écoute des membres du bureau de l'Assemblée nationale sous la direction du président intérimaire, l'honorable Isaac Jean-Claude Tshilombo. Un reportage de Blaise Boko-Kessanza. Assistés des honorables Christophe Mbosso et Jacques Joly, respectivement deuxième vice-président et rapporteur de l'Assemblée nationale et le président intérimaire de la Chambre basse du Parlement, Isaac Jean-Claude Tshilombo a demandé à ce groupe de pression d'être rassuré car les efforts entrepris par les autorités s'alignent dans l'objectif de répondre aux besoins pressants non seulement des cadres et agents de l'Assemblée nationale mais aussi de tous les peuples congolais, un peuple qui a les yeux tournés vers les élus nationaux censés traduire valablement leurs profondes aspirations. C'est ainsi que le bureau a sollicité un délai de 72 heures pour une rencontre en vue d'évaluer la première phase de l'issue envisagée. On peut vous rassurer que ces questions posées et d'autres dont la santé, les questions de transport sont bel et bien en discussion. Vous pouvez nous faire confiance pour ce tout début ici de nos contacts. Gérant quotidiennement les agents et cadres de l'administration, le secrétaire général à l'Assemblée nationale a été le premier à porter la voix de ces revendications. Jean Gouvoulou Koji a fait le pont entre les membres du bureau de cette chambre et le personnel de l'administration. À cette occasion, un mémorandum contenant les différentes revendications a été lu et déposé aux mains propres des membres du bureau. Les manifestants ont exprimé leurs sentiments. Nous pensons que nous avons droit à être en interaction directe avec nos autorités. Et ce qu'a fait le président est aussi synonyme de sa bonne foi. Il s'y est dénoté
que les initiatives entamées visant à renforcer l'apaisement des tensions sociopolitiques initiées par les bureaux sont vivement saluées et félicitées depuis la rentrée parlementaire, la session de septembre. Session consacrée essentiellement à l'examen et au vote de la loi des finances, exercice 2026. En nouvelle à l'Assemblée nationale, l'heure est à la planification des travaux. La conférence des présidents, sous la houlette du premier vice-président, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbaï, a adopté l'avant-projet du calendrier de la session ordinaire de septembre. Autour du président, plusieurs membres du bureau, dont le deuxième vice-président Christophe Mbosso et le rapporteur Jacques Njoli, ont pris part à cette première réunion. Les autres points abordés portent notamment sur la communication du président et l'organisation de la première plénière consacrée à la prorogation de l'état de siège. Blaise Bokoukia-Sanda nous promet les images dans nos prochaines éditions. Autre chose à présent, c'est un pas décisif vers le désenclavement des zones frontalières de la République démocratique du Congo. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a donné lundi le coup d'envoi des travaux de construction de la route Mwandayema, longue de 23 km, un chantier stratégique qui reliera la localité de Cabinda à la frontière angolaise. Dans la foulée, la chef du gouvernement a inauguré plus de 100 logements sociaux à Kindofula destinés aux militaires et à leurs dépendants. Emmanuel Commissaire. En cette fin de mois de septembre 2025, le projet de modernisation de la route nationale numéro 12, Materne Tchela-Singini, c'est un peu plus de 30% de réalisation. Avec 40 km revêtus sur 113 qui la composent, c'est un projet prometteur qui va d'ici peu booster l'économie de la zone. Peu à peu, l'ancienne piste boueuse en saison de pluie et poussiéreuse en saison sèche laisse la place à une route asphaltée avec marquage au sol et bornes kilométriques à chaque kilomètre. Ce mardi 30 septembre, la première ministre Judith Suminwa, en séjour de travail au Congo central, a été voir ce projet. Dans la cité de Lukala, où sont actuellement les travaux, la chef du gouvernement a été saluée par des officiels avant de recevoir les explications du projet. Nikonza Ouzao, directeur général de la CGT, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures et Travaux publics, qui a supervisé ces travaux, a fait savoir que le rythme d'avancement actuel des travaux rassure. Outre l'asphaltage, certaines zones sont en cours de stabilisation au ciment dosé à 5%, d'autres encore attendent la venue de la monocouche. Pang Long, directeur général de CISC SA, a pour sa part renseigné que les inquiétudes liées au financement ayant été levées, la question de façage des travaux a été élaguée et le chantier ne s'arrêtera pas avant d'atteindre Singini. Singini, lieu du dernier repos du premier président de la RDC, Joseph Kasavubu, a été le point de chute de cette visite de ce projet. La première ministre a honoré sa mémoire en s'inclinant et en déposant une gerbe de fleurs. Ce passage de Judith Suminwa sur la RN12 aura aussi été un moment de communion avec les compatriotes travailleurs de l'entreprise Grexet, sous-traitant de CISC SA. Et la Banque centrale du Congo confirme son rôle clé dans la transformation numérique du pays. Son système de paiement digital et ses initiatives d'inclusion financière ouvrent la voie à une modernisation du secteur bancaire et à un accès plus large aux services financiers pour tous les Congolais. C'est ce qu'a souligné le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, lors de la 15e édition du Forum Europe-Afrique sur l'investissement tenu du 26 au 29 septembre dernier à Bruxelles. Dada Chabani. À l'ère de la digitalisation, la RDC, grâce à ses ressources minières, a contribué à la révolution industrielle mondiale, faisant de la RDC non seulement une réserve minière, mais surtout un acteur de développement, de l'innovation et de la transformation numérique en Afrique subsaharienne. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, l'a démontré à la 15e édition du Forum Afrique-Europe sur l'investissement tenu du 26 au 29 septembre 2025 à Bruxelles, organisé par la firme Crédassure Group au siège de la Banque centrale européenne. À ce forum économique, l'autorité monétaire André Ouamesso a exposé sur les thèmes RDC, l'éveil technologique des matières premières à la transformation digitale, faisant l'état des lieux de l'économie marquée par une croissance robuste, l'augmentation du PIB selon les FMI, la démographie galopante avec 70% des jeunes,
qui constituent les viviers du développement, et aussi l'augmentation des recettes publiques affectées à la gratuité de l'enseignement primaire qui a occasionné l'élévation du taux de scolarité des filles. Grâce à ces atouts et aux réformes structurelles initiées par le gouvernement, la RDC est devenue un leader régional de croissance économique dépassant la moyenne de l'Afrique, a souligné le gouverneur. Pour l'autorité monétaire, cette performance doit être consolidée et transformée en croissance durable et inclusive. Parlant de l'apport de la Banque centrale du Congo dans la digitalisation, le gouverneur André Wameso a souligné que la BCC joue un rôle crucial dans la transformation numérique grâce à son système de paiement digital. Ces systèmes favorisent la rapidité et la sécurité des transactions. Il a enfin souligné que l'inclusion financière des femmes a permis aux 63% des femmes qui évoluaient dans le formel de formaliser leurs transactions et aussi de conclure que investir dans la femme, c'est contribuer à la transformation numérique. Restons à l'économie pour vous dire en nouvelle, la compensation des pertes et manques à gagner des sociétés pétrolières n'est pas l'exclusivité du ministre de l'économie qui a imposé au nom de la transparence l'implication des plusieurs instances décisionnelles. La rencontre du mai 2025 a permis de finaliser la certification des pertes et manques à gagner des entreprises pétrolières pour les 3e et 4e trimestres de l'année 2024. Les experts ont conseillé au gouvernement de garantir la régularité de la certification des pertes et manques à gagner revenant à l'État et de conserver le système actuel de remboursement régulier afin d'alléger la trésorerie des sociétés pétrolières, afin de pérenniser les avancées réalisées par le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mokoko-Samba. Les parties prenantes du comité de suivi de la structure des prix de produits pétroliers comprenant la présidence de la République, la primature, le ministère de l'économie nationale, des hydrocarbures, des finances, de la DGDA et la Banque centrale du Congo se sont engagés à mettre en œuvre ces résolutions pour garantir la transparence et la fluidité de l'approvisionnement en produits pétroliers à travers tout le pays. Les images dans nos prochaines éditions. Le départ à la retraite n'est pas une fin en soi, mais une opportunité pour rajeunir l'administration publique congolaise. C'est dans cet esprit que le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a échangé avec les jeunes boursiers congolais récemment formés au Maroc. Une rencontre qui ouvre la voie à une nouvelle génération des cadres prêts à servir l'État. Nadine Kilocho, Cédric Enina et Moké Malouma. Dans un contexte de mise à la retraite progressive des agents de l'État, l'objectif est clair, rajeunir et professionnaliser l'appareil administratif. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a personnellement pris en main les dossiers de jeunes boursiers congolais ayant suivi une formation de haut niveau au Maroc. Quand on dit former nos enfants, c'est pas qu'à l'université. Et encore que, on peut partir de la formation professionnelle et arriver à l'université. Et donc, tous ces jeunes qui ont été abandonnés, qui ont perdu espoir et qui ne savaient plus à quel sens se vouer, peuvent être rattrapés, rappelés par l'État et accompagnés par lui pour essayer de rattraper les temps perdus, prendre le train qui était déjà en marche et puis continuer leur vie. Et c'est comme ça qu'on pourrait véritablement réconcilier nos concitoyens avec l'espoir d'une vie meilleure, avec l'avenir. Après 3 ans de formation, ces jeunes qui ont accepté de rentrer au pays pour servir l'État suite aux instructions fermes du chef de l'État sont prêts à contribuer au développement de la République à travers l'administration de la formation professionnelle. Ils sont rentrés au pays à la suite des instructions fermes données par le président de la République, il faut les signaler, parce que c'est un cas que j'avais posé au Conseil. Ils sont venus prêts à servir le pays, prêts à être reversés dans l'administration et avec des compétences indiscutables. Ces 3 ans nous ont permis non seulement de recevoir les formations théoriques. Ces 3 ans nous ont permis d'avoir des stages, pour certains dans des usines à haute performance. La formation professionnelle n'est pas une voie de second choix, mais un pilier de développement national qui doit être porté par des cadres hautement qualifiés.
À Kananga, bientôt, le lancement des travaux de construction de la première phase de l'usine de traitement d'eau potable sur la rivière Lulua. Le projet prévoit également la réhabilitation et l'extension des réseaux existants pour améliorer significativement l'accès en eau potable dans le Kasaï central. Lors d'une séance d'échange avec les entrepreneurs et responsables d'entreprise, le directeur général de la Régie des eaux, David Chilumbai Mutombo, a détaillé les avantages considérables de ce projet pour la population locale. Serge Merlamata. Les difficultés liées à l'eau potable dans la ville de Kananga vont bientôt disparaître grâce aux travaux de développement d'un nouveau système d'alimentation en eau potable dans la partie sud de cette ville et la réhabilitation des infrastructures existantes. La régie des USA. Début de l'année prochaine, le financement va commencer à être utilisé. Et une patience vraiment demandée de la population. C'est donc dans cette perspective, conformément aux nouvelles dispositions du règlement de passation des marchés de la Banque mondiale, que la cellule, l'exécution des projets eau, a organisé un atelier d'engagement précoce des travaux d'alimentation en eau potable de la ville de Kananga. Question d'informer, d'échanger avec les entreprises et les candidats potentiels intéressés pour les dossiers d'appel d'offres dont le démarrage est prévu au mois d'octobre prochain. Permettez-moi de remercier le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, ainsi que le gouvernement de notre pays pour cet engagement à améliorer la desserte en eau potable en RDC et dans la ville de Kananga. Dans le cas de la mise en œuvre de ces projets d'alimentation en eau potable, la ville de Kananga va également bénéficier d'un nouveau réseau de distribution d'eau potable. À la fin des travaux, la ville de Kananga aura une capacité de près de 120 000 m3 par jour contre la capacité existante de moins de 35 000 m3 par jour. Fidèle à sa mission, la Régie des USA reste déterminée à assurer l'accès à l'eau potable pour l'ensemble de la population de la République démocratique du Congo. À Kamwesha, à une centaine de kilomètres de Chikapa, le ministre d'État en charge du développement rural, Grégoire Mouchaël Mutombo, a inauguré un forage d'eau potable, mais aussi des nouvelles écoles et des centres de santé. Ces infrastructures de base améliorent l'accès à l'eau, à l'éducation et aux soins de santé, marquant une avancée significative pour la population locale et pour toute la province du Kasaï. Marie Kalong. Elles se sont amenées avec des récipients pour recueillir de l'eau potable, une denrée rare dans cette partie du pays, mais désormais accessible grâce au leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre d'État du Développement rural, ingénieur Grégoire Mouchaël Mutombo, accompagné du vice-gouverneur de la province du Kasaï, a inauguré le mercredi 14 septembre 2025 un mini-réseau d'adduction en eau potable à Kamwesha, une agglomération située à près de 100 km de la ville de Chikapa, chef-lieu de cette province. Plusieurs autres infrastructures socio-économiques construites dans le cadre du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques prises en sigle ont été aussi inaugurées. Il s'agit du centre de santé Mbondo 2, de l'école Mukishi ainsi que du marché moderne Luangi. Ce dernier comprend 3 pavillons, 3 boutiques, une pharmacie et 2 bureaux. À Kwenge, secteur situé à quelques pas de Kikwit, il a lancé les travaux de construction du forage et d'un château d'eau pour ensuite inaugurer le marché central de ce village. Nous sommes venus dans ces 3 provinces remettre les ouvrages de la santé, les centres de santé, les écoles, ainsi que les espaces de vie et de commercialisation. Le vice-gouverneur de la province du Kasaï a pour sa part invité la population à une gestion responsable de ces ouvrages publics. Le projet PRISE s'inscrit dans le cadre du renforcement des services sociaux de base et du capital humain. À noter que pendant cette même mission, le patron du développement rural, ingénieur Grégoire Mouchaël Mutombo, a sensibilisé la population du Grand Bandundu et du Kasaï à construire des maisons en briques pour vivre dans un village moderne. Au fleuve Congo Hôtel, gouvernement, experts et partenaires se sont retrouvés pour réfléchir à un défi majeur, valoriser les paysages forestiers et renforcer une agriculture durable en République démocratique du Congo. Au cœur des échanges, la certification des produits comme clé d'accès au marché international et levier de croissance pour les filières de rente. Chimène Dondo et René Ngwangu.
Au terme de l'atelier consacré au partenariat pour le paysage vivant et la chaîne de valeur agricole durable et génératrice, les participants ont unanimement reconnu l'importance cruciale de la certification pour accéder aux marchés internationaux. Ils ont également découvert l'offre spécifique de Rainforest Alliance destinée à accompagner les entreprises agricoles et les coopératives dans cette démarche. Il était question de présenter la stratégie 2020-2030, de présenter les outils qui sont développés et mis en œuvre par Rainforest Alliance pour assurer des produits, des chaînes de valeur durables, notamment cacao, café et d'autres. Nous attendons des différents participants que nous avons eu aujourd'hui de se joindre à Rainforest Alliance pour des marchés porteurs, pour des paysages bien gérés. Organisé dans un esprit de collaboration, cet atelier a réuni des représentants de l'État, des organisations de la société civile, de partenaires techniques et financiers, ainsi que de bailleurs de fonds. Objectif, bâtir des alliances solides pour préserver les forêts et la biodiversité, tout en stimulant l'économie rurale. Le résultat obtenu à Mokoto, dans la province de l'Équateur, sont prometteurs. Ils peuvent servir d'indicateurs pour mesurer les avancées vers les objectifs de développement durable en RDC. Grâce à l'intervention de Rainforest, par exemple à Mokoto, on est arrivé à augmenter la production agricole. Si cela peut être capitalisé, ça va faire quelque chose sur le plan national. Les autres services de l'État et les autres ministères sectoriels n'arrivent pas à capitaliser nos résultats pour intégrer cela dans les indicateurs nationaux, pour enseigner les ODD par exemple. Présente en République démocratique du Congo depuis 2021, Rainforest Alliance agit à l'intersection du commerce, de l'agriculture et de la conservation forestière. Son ambition, créer un monde où l'homme et la nature prospèrent en harmonie. Le Conseil économique et social a déjà formulé plusieurs avis. Et est-ce que ceux-là ont déjà été pris en considération? Le ministre de l'Emploi, Ferdinand Massamba, a reçu ce mardi dans son cabinet l'intersyndicale de l'administration publique de son ministère. Au cœur des échanges, l'amélioration des conditions de travail des cadres et agents du secrétariat général ainsi que de l'inspection générale du travail. Les détails avec Willy Atunakov et Junior Bilambo. Les problèmes liés à l'amélioration des conditions du travail des cadres et agents de l'administration centrale, de l'emploi et travail, notamment la réhabilitation de l'immeuble Kimpoko, situé sous le boulevard du 30 juin, à côté de la direction générale de la CNSS, abritant les 2 secrétariats généraux, l'inspection générale du travail, le transport en commun du personnel, les primes des fonctions, la nomination des agents administratifs formés au même titre que les inspecteurs et contrôleurs du travail et la formation continue du personnel. Tous ces problèmes ont été soumis ce mardi 30 septembre 2025 au nouveau ministre de l'Emploi et Travail Ferdinand Massamba Massamba par une délégation de l'intersyndicale du ministère du Travail conduite par son président Franklin Nziama et Cyprien Kinyenye, président de la délégation syndicale de l'IGT. Nous avons discuté sur les cahiers des charges que nous avons introduits pour les problèmes des agents du ministère du Travail. Et nous avons décortiqué ensemble avec le ministre. Il y en avait au moins 10 points, mais nous avons parlé de l'essentiel. L'Excellence a été ouverte. Il a répondu à toutes nos préoccupations. Il nous a même donné des recommandations que nous devons faire pour trouver des solutions idoines pour les problèmes des travailleurs que nous encadrons. Très satisfaits, selon leurs propres termes, des entretiens combien fructueux qu'ils ont eus avec le patron de l'emploi en RDC, ses délégués syndicaux ont salué l'esprit d'ouverture et d'écoute, la sagesse, le patriotisme et les feedbacks de Ferdinand Massamba Massamba qui tient coûte que coûte à promouvoir un travail décent en RDC et à trouver en synergie avec toutes les parties des solutions idoines à leurs préoccupations. S'inspirer du modèle indien pour redynamiser l'agriculture congolaise, de retour d'un forum international à New Delhi, Hugues Bollet du mouvement citoyen éclairé a lancé un appel vibrant à la jeunesse congolaise d'investir massivement dans l'agroalimentaire et l'agriculture, véritable levier de développement pour le pays. Cédric Enina. L'agriculture comme socle dans le développement d'un État, l'assertion fait unanimité et surtout quand on y associe la jeunesse. L'éveil patriotique et le changement de mentalité doivent aussi s'appuyer sur le développement économique. C'est ce qui justifie cette conférence de presse animée par Hugues Bollet-Ndombo, président du mouvement citoyen éclairé qui, dans une méthode pédagogique, a pu démontrer l'importance de l'agriculture en tant que levier de développement, mettant en relief
l'agroalimentaire. Un projet qu'il a eu à défendre avec brio devant un échantillon significatif des partenaires agro-industriels lors de son dernier passage en Inde. Nous avons représenté notre pays, la RDC. On était parti plutôt parler des projets, surtout sur le plan agroalimentaire. Nous pensons que le développement de la République démocratique du Congo, à l'heure actuelle, va passer par le développement de cette indépendance sur le plan agroalimentaire. Donc on a vu les partenaires en Inde qui sont très intéressés, qui nous ont vraiment donné une place de choix. Ils veulent investir en RDC. C'était vraiment une question des relations win-win, que les Congolais gagnent et que les investisseurs gagnent. L'agroalimentaire, c'est un secteur porteur de développement. Tous les pays ne sont pas riches dans le sous-sol comme la RDC. Pour beaucoup, ils se sont basés sur l'agroalimentaire, sur l'agriculture, la pêche et l'élevage pour développer leur pays. Et nous avons cette possibilité avec 80 millions de terres arables de développer notre pays à travers l'agriculture. C'est un secteur clé, c'est un secteur porteur d'externalités positives. Impressionné par son brillant exposé dans l'auditoire, les organisateurs de ces salons lui ont décerné un diplôme d'honneur. Ces cadres lui a permis également d'échanger avec certains étudiants de la communauté congolaise en Inde dans l'optique de les inciter à s'investir plus et sans gêne au travail de la terre. Un invité dans ce journal, il s'agit du professeur Kia Boba. Il est premier vice-président du Conseil économique et social. Avec lui, nous allons nous entretenir sur l'ouverture de la session du Conseil économique et social. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir, madame. C'est donc confirmé demain, demain, l'ouverture. 1er octobre, mercredi 1er octobre, ouverture de la session d'octobre. C'est une session ordinaire. Et quels seront les enjeux? Les enjeux, en fait, les thèmes principaux, c'est la RDC face aux enjeux du moment. Et alors, il y a plusieurs aspects que nous pouvons aborder, notamment, commençant toujours par les enjeux sociaux, économiques, culturels, sécuritaires bien entendu, environnementaux, sanitaires et ceux qui touchent à l'alimentation. Donc, ce sont tous ces enjeux. En fait, c'est la vie nationale du pays. Justement, parlant de la vie nationale, ça fait plusieurs fois que le Conseil économique et social tienne les sessions et les avis sont reformulés ou formulés par les conseillers de la République, c'est ça? Alors, quels sont déjà vos avis qui ont été pris en considération pour l'amélioration du social de Congolais? Je vais d'abord dire que nous ouvrons demain, 1er octobre, la session ordinaire, mais c'est une session qui fait suite. La session d'octobre, c'est la deuxième session de l'année civile. Nous avons eu une première session en avril, parce que selon la loi, nous tenons 2 sessions par an. Première session d'avril, là, nous avons eu à émettre des avis qui touchent justement aux aspects économiques et sociaux. Et entre autres, si je prends l'aspect social, nous avons eu à parler du problème de catastrophes naturelles. Nous vivons les inondations, les érosions et tout ça. Nous avons eu à parler de cela, mais sur le plan économique, nous avons parlé ou nous avons émis un avis important sur l'intermédiation financière locale pour autofinancer l'économie. Donc voilà, ce sont des avis parmi tant d'autres que nous avons examinés parce que nous en avons eu 5, plus une note technique à la session d'avril. Et maintenant, comme nous sommes en la session d'octobre, c'est une continuation. Il y a des matières qui étaient en gestation, qui n'ont pas été conclues. Nous allons pouvoir les adopter maintenant. Et là, il y a plusieurs matières qui sont prévues à l'agenda du Conseil économique et social. Mais comme c'est une ouverture, nous allons passer par, d'ailleurs, le seul point qui est à l'ordre du jour demain, c'est l'allocution du président du Conseil économique et social, qui va justement passer en revue les différents aspects de ces enjeux qui se présentent maintenant dans le pays. Monsieur le professeur, merci d'avoir accepté l'invitation de la RTNC justement pour éclairer la lanterne de nos milliers et des millions de téléspectateurs. Je rappelle là que vous êtes monsieur le professeur Léon Kia Boba, premier vice-président du Conseil économique et social. Le rendez-vous est donc pris pour demain. À Enongo, chef-lieu de la province du Maïndombe, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a procédé au lancement officiel de la vulgarisation des textes légaux relatifs à la création, l'organisation et au fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Bobo Anan Mokondi nous promet les images dans notre édition de 23h. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kalemi, dans le Tanganyika et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTN.